Salut à tous, bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel consacré à la prochaine draft NFL 2021 avec un invité tout aussi spécial en ma compagnie, en l'occurrence Benjamin Saint-Just, cornerback des Minnesota Golden Gophers. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de m'avoir pour une entrevue. Ouais, merci à toi en tout cas de nous accorder de ton temps en cette période importante. On est maintenant à une trentaine de jours du prochain repêchage qui est prévu du côté de Cleveland. Alors si tu me permets, avant qu'on te présente en détail et qu'on revienne sur ton parcours, dis-nous un peu dans quel état d'esprit tu te trouves à l'heure actuelle dans l'optique justement de ce grand événement. C'est un honneur d'être dans une position que je suis en tant que tel, d'avoir la chance d'être drafté. Il y a seulement 2 ou 3% des joueurs collégiaux juste dans le monde au complet qui ont la chance d'être dans le repêchage NFL 2021. Donc, faire partie non seulement des joueurs qu'ils ont eu la chance d'être invités au Combine de la NFL 2021, mais aussi d'être invités au draft et avoir la chance d'être drafté. C'est un honneur. Et puis aussi, être un Canadien de Montréal, Canadien français, il n'y en a pas beaucoup qui sont repêchés, il n'y en a pas beaucoup qui sont même invités au Combine. Donc, je représente beaucoup de gens à la maison qui me regardent avec du support. Très, très clairement. C'est vrai que c'est pas fréquent. Il y a de plus en plus de Canadiens qui arrivent à la draft, mais c'est clairement pas un pourcentage extrêmement important. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Benjamin, on va donc te présenter et revenir rapidement sur ton parcours. Tu es donc québécois, comme certains l'auront entendu. Tu as grandi à Montréal, où tu es notamment passé par les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Cégep, pour contextualiser un peu, ce serait l'équivalent des classes préparatoires en France. Pourtant, tu as quand même réussi à être recruté par la prestigieuse Université de Michigan lors de la classe 2017. Raconte-nous un peu comment tu as réussi à te faire repérer, comment tu as pu intégrer le système universitaire américain. Oui, en fait, il y avait aucun recruteur ou coach ou entraîneur, justement, comme on dit, qui venait recruter les joueurs à Montréal ou au Canada en général. Donc, si tu voulais une bourse d'école pour aller jouer NCAA Division 1 ou 2, donc tu devais te déplacer pour aller faire des camps durant l'été ou durant le printemps à n'importe quelle université qui était plus proche de toi. Parce que comparé aux Américains qui ont les sites comme ESPN ou Rivals ou 24/7 Sports, ils sont classés 4 étoiles ou 5 étoiles. Nous, on n'a pas ça au Canada, on n'a pas ça Vous à n'avez pas Montréal. la même exposition, très clairement. On n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes chances, les mêmes opportunités pour faire des camps. Donc, si tu veux avoir une bourse, donc, il faut que tu dois te déplacer aux États-Unis, aller faire un camp durant l'été. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes parents. J'ai économisé un peu d'argent que j'avais, j'ai mis la moitié, mes parents ont mis la moitié, puis on a conduit 10-11 heures au premier camp que j'ai fait en 2015 à Michigan. Et puis, ça donnait que c'était la première année de l'entraîneur-chef Jim Harbaugh qui était là. Et puis, j'ai bien performé, j'ai bien épaté. Donc, il m'a offert une bourse complète pour aller à l'Université du Michigan en 2015. Donc, ça, c'était mon premier scholarship, ma première bourse complète. Et puis, après ça, j'ai eu une autre de Virginia Tech et puis une de Rutgers, une autre bourse de Rutgers. Puis j'ai décidé d'aller avec Michigan. Ils m'ont recruté pendant plusieurs années. Puis c'était un bel équilibre entre le côté académique, avoir une bonne éducation, avoir un bon diplôme, puis de compétitionner avec des très bons joueurs de football dans la Division 1, puis avoir des très bons coachs avec Coach Harbaugh et puis le staff qu'il avait en place en 2017 et 2018, les années que j'étais là. Ouais, et bien pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas forcément l'œil sur ton parcours high school. Donc, en plus, il a fallu, j'imagine, multiplier les camps justement pour continuer de te mettre en avant, on dira, dans l'optique du recrutement 2017, quoi. Oui, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes du côté américain si les joueurs, même pas juste les joueurs du Canada, mais juste les joueurs internationaux en général, que tu viennes de France ou de Canada ou d'Allemagne. Il y a beaucoup de doutes. Donc, ils aiment ça t'inviter à des camps pour te voir un peu comment tu compétitionnes
la compétition américaine. Donc, souvent, on donne, la plupart des entraîneurs font juste donner des scholarships ou des bourses à des joueurs américains en regardant le classement, mais avec des joueurs internationaux du Canada ou de France ou d'Allemagne, ils aiment ça les voir parce que peut-être que tu n'as pas la même compétition d'où tu viens, peut-être que tu ne joues pas les équipes qui ne sont pas le même niveau. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Tu dois te déplacer à un camp, à chaque camp pour avoir ta bourse. Donc, le parcours est beaucoup plus difficile comparé aux Américains, aux joueurs high school américains. Alors, je parlais de ton poste, donc tu évolues en tant que cornerback du côté de Minnesota. Tu as su tout de suite que ce serait ton poste de prédilection depuis que tu joues au football américain? Ouais, j'ai joué demi-défensif pas mal toute ma carrière de football depuis que j'ai commencé au niveau secondaire. J'ai joué quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup de positions à l'offense comme porteur de ballon ou receveur de passe et tout ça. Mais j'ai commencé à me spécialiser vraiment à demi-défensif quand j'étais au secondaire, puis je suis resté avec ça depuis ce temps-là. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as comme modèle ou dont tu t'es déjà inspiré pour essayer de perfectionner ton jeu? Oui, quand je grandissais, quand j'étais plus jeune, niveau secondaire, donc 14-15 ans, quand j'ai eu ma poussée de croissance, et là, c'est les mêmes années que justement Richard Sherman il y a eu l'explosion de Legend of Boom, Seattle Seahawks, et puis Richard Sherman était le demi-défensif numéro 1 dans la NFL. Donc, j'ai vraiment essayé c'était un peu comme mon idole, j'essaie comment on dit, j'essayais de perfectionner ma technique et mon style de jeu autour de son style de jeu et comment il jouait parce qu'on avait le même gabarit, on avait la même grandeur, on était plus gros de demi-défensifs. Puis ça, c'est quelque chose qui était très rare dans ce temps-là. La plupart du temps, les demi-défensifs étaient 5 pieds 10, 5 pieds 11. C'était plus vite, plus quick, plus rapide. Puis Richard Sherman, c'était un demi-défensif qui était hors du commun à 6 pieds 3, 200 quelques livres. Donc, c'était un peu comme moi. Donc, j'essayais d'être comme Richard Sherman quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qui te permet justement d'être bien vu dans l'optique de cette draft. C'est vraiment ce mélange, on dira, de jeu physique et athlétique en même temps. C'est Mhm. aussi ce que tu as été pioché dans le jeu justement de Richard Sherman. Ouais. Ouais, ben justement, la plupart des gens, la plupart des équipes NFL où les recruteurs me voient en tant que demi-défensif à 6 pieds 3, 205 livres, 200 livres, et puis ils s'attendent que j'ai un peu plus de difficultés avec ma fluidité ou mon jeu de pied ou n'importe quoi, mais ce n'est pas le cas parce que j'ai travaillé beaucoup sur mon agilité, mon jeu de pied, mes hanches et tout ça, donc je suis vraiment fluide et puis je bouge très vite et tout ça, donc ça les épate, ça les impressionne parce que c'est très rare d'avoir un demi-défensif qui est grand, qui est capable de bouger vite puis rapidement comme je peux le faire. Oui, très clairement, encore plus dans la NFL moderne, oui, on cherche vraiment ce profil-là de plus en plus. Et je ne vais pas trop détailler tout ton parcours universitaire parce que ça avait été très très bien fait, notamment par mon camarade Morgan Lagré qui t'avait reçu sur le site de Blue Pennant. Mhm. Interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver assez facilement sur le site en question. Mais tu as donc évolué de Michigan, à Michigan pardon, de 2017 à 2018, Mhm. avant de transférer du côté de Minnesota de 2019 à cette année. Comment tu juges ces deux expériences? Qu'est-ce que tu en retiens d'un point de vue positif, voire éventuellement d'un point de vue négatif? Positif, c'est que l'Université du Michigan, c'est un super programme qui a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs-chefs avec beaucoup de connaissances. Donc, Coach Arba avait un staff en place en 2016, en 2018, qui avait beaucoup d'expérience, ils ont coaché dans la NFL, ils ont coaché dans des super programmes Division 1. Donc, j'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup quand j'étais plus jeune, en 2017-2018, d'apprendre sur le style de jeu, d'apprendre comment être un meilleur joueur, apprendre comment perfectionner ma technique. Et puis, j'étais autour de beaucoup de joueurs qui étaient comme Rashawn Gary, Chase Winovich, Donovan Peoples-Jones, Shea Patterson, tous des joueurs qui sont rendus dans la NFL en ce moment. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup et de me développer en tant que joueur. Et puis, c'est une expérience, comme on dit, j'essaie de trouver les mots en français. Des fois, je les perds à cause que je parle souvent en anglais, mais c'est une opportunité qui arrive une seule fois dans la vie Hmm. de jouer à Michigan, de jouer devant 110 000 personnes à chaque semaine. C'est des trucs qui n'arrivent pas souvent. Donc, c'était une super belle expérience pour un jeune Montréalais, un jeune
Canadiens français qui n'y en avait pas beaucoup qui ont l'opportunité de faire ça. Donc, j'ai vraiment maximisé mes opportunités. Et puis, du côté de Minnesota, c'était plus quand j'étais un peu plus vieux, j'étais plus mature, j'étais déjà un joueur un peu développé, mais je me développais encore au Minnesota. Et puis, c'est là où j'ai eu la chance de vraiment, comment on pourrait dire ça, de voir le potentiel que j'avais en tant que partant, en tant que joueur élite, en tant que All-American dans le Big Ten pour jouer en ma position parce que j'ai eu l'opportunité de jouer beaucoup de matchs, dans des gros matchs contre des bonnes équipes, dans des bowl games et tout ça. Donc, c'est là que je pense que j'ai vraiment trouvé, je me sentais confortable à ma position et puis j'ai pu exploser en tant que joueur clé pour mon équipe. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as pu avoir des optiques différentes, la gestion de la concurrence, en tout cas d'une organisation importante, en tout cas de foot américain, et puis le côté peut-être un peu plus familial, en effet, où ah, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être qu'à Michigan, c'est peut-être plus compliqué de rentrer dans le moule parce que tu as sans doute moins de temps à ta disposition. Oui, bien sûr, ouais, c'est deux cultures vraiment différentes avec deux entraîneurs-chefs vraiment différents. Coach Harbaugh est vraiment différent que Coach Fleck à Minnesota. Ils ont deux philosophies très différentes. À Michigan, c'est travail, 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 travail. Et puis si, disons, il y a un des joueurs qui est blessé ou que ça ne fonctionne pas avec lui ou n'importe quoi, donc on passe au prochain, on le tasse, puis on passe au prochain. Du côté de Minnesota, ils n'ont pas mais ça aussi, ça vient avec le recrutement. Tu vois, Michigan, ils sont capables d'utiliser leur nom pour recruter beaucoup de 4 étoiles et 5 étoiles. Du côté de Minnesota, ils vont utiliser plus de 3 étoiles ou 2 étoiles, puis ils vont les développer pendant 4 ou 5 ans pour justement les transformer en tant que joueurs All-American ou des très bons joueurs. Donc, du côté de Minnesota, il y a beaucoup plus d'emphase sur les relations entre entraîneurs puis joueurs, et puis d'essayer de développer le joueur le plus possible pour qu'ils se rendent à la NFL après 4 ou 5 ans. Donc, c'est deux philosophies, deux cultures très différentes. C'est ça, et ça n'empêche pas d'avoir des bons joueurs, hein, parce qu'on rappelle que tu as joué notamment avec Antoine Winfield, qui a été drafté par les Bucks et qui a gagné le Super Bowl il n'y a pas longtemps, justement, avec Tampa Bay. Alors, conséquence de tes bonnes performances avec les Gophers, tu as donc été invité au Senior Bowl, hein, qui s'est déroulé à la fin du mois de janvier dans l'Alabama. Tu faisais partie de l'équipe nationale qui était coachée par Brian Flores et le coach des Miami Dolphins et le staff des Miami Dolphins. Raconte-nous un petit peu cette semaine qui t'a permis de te mettre en évidence. Est-ce que ça ressemblait à une course un peu non-stop entre les entraînements collectifs et les entretiens d'embauche avec les franchises? Oui, c'était une expérience que j'ai vraiment essayé de maximiser mes opportunités pendant que j'étais à Alabama parce que je savais avec le COVID et tout ça que le Senior Bowl, ça allait être la seule opportunité pour que les scouts et puis les coachs et puis les general managers des équipes NFL vont pouvoir nous voir en chair et en os, en personne. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'entraînement privé, il n'y a pas de. Tous mes meetings et puis mes rencontres sont virtuelles sur Zoom. Donc, le Senior Bowl, c'était la seule opportunité pour nous voir en personne et puis nous voir bouger, jouer au football et tout ça. Donc, ça m'a vraiment aidé. Puis je pense que ça va vraiment m'aider dans mon draft stock pour le draft. Mais moi, en tant que tel, individuellement, j'ai vraiment eu une bonne expérience. J'ai aimé le coaching staff des Dolphins. Coach Flores, c'est un très bon coach, jeune, très honnête, avec beaucoup d'énergie. Qui est un ancien coach DB en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, coach DB aussi. Puis les coachs ils ont pas mis trop de stress ou trop de technique à jouer pendant la semaine parce qu'ils savaient qu'on allait seulement être là pendant quelques jours. Donc, ils voulaient juste nous donner de l'opportunité de donner un peu de connaissances puis de technique et tout ça. Mais là, après ça, ils nous laissaient jouer. Puis on avait beaucoup de fun, beaucoup de fun en pratique et puis durant la partie. Puis j'ai eu la chance de compétitionner avec plein de joueurs qui vont être dans le top 100 du repêchage, les meilleurs joueurs du classement senior. Donc, c'était une bonne opportunité pour moi de comparer mes talents avec d'autres joueurs comme les joueurs de Alabama, Clemson et puis tout ça. Donc, c'est très, très belle expérience. Puis je pense que ça va vraiment aider dans mon draft stock le fait que c'était le seul bowl qui était présent pour des scouts et puis des équipes NFL pour nous voir physiquement sur le terrain. Ouais, très clairement. Et puis alors après, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais c'est vrai que la saison de 2020 de Minnesota t'a peut-être pas aussi avantagé dans le sens où ça a été peut-être plus compliqué. Il y a eu beaucoup de pertes défensives aussi de votre côté, notamment sur la ligne défensive. Et voilà, on a peut-être pu aussi se dire que du côté de Minnesota,
le fameux syndrome, il y a des joueurs comme Winfield qui sont partis, c'était moins évident. Bah, Ouais. pas du tout. Voilà, il y avait du talent qui était toujours présent et tu l'as démontré notamment lors du Senior Bowl. Il y a eu quelques passes d'armes assez intéressantes, je crois, avec Josh Palmer, hein, qui avait fait une très très bonne semaine en plus du côté de Mobile. Mhm. Donc très clairement, ça a joué là-dessus. Donc, tu nous confirmes bien du côté du Senior Bowl, tu avais aussi des interviews avec des équipes alors. Ouais, ouais, dans le fond, en fait, on avait dans notre horaire, on avait on avait 3 heures, 3 ou 4 heures données justement pour les entrevues, spécifiquement pour les entrevues. Donc, on avait une pratique, on avait des rencontres avec les entraîneurs-chefs des Dolphins. Après, on avait 3 heures, 3 heures et demie de rencontres avec chaque équipe de la NFL. Il y avait les 32 équipes de la NFL qui étaient là avec leur staff de scouts ou general manager ou coach. Et puis, on avait 15 minutes par chaque équipe. Donc, ça, c'était vraiment c'était beaucoup, c'était vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Et puis, c'était épuisant de parler et puis de répéter les mêmes choses pendant 15 minutes avec 32 équipes. Mais c'était une très belle opportunité pour, justement, pour les équipes pour qu'ils me connaissent et puis que je puisse, justement, expliquer comment je suis et puis dans le fond, monter mon draft stock en expliquant les talents que j'ai et puis qu'est-ce que je peux apporter à leur équipe. Donc, c'était une très belle initiative de Jim Nagy du Senior Bowl d'avoir organisé cette séance de rencontre-là avec les 32 équipes de la NFL. Ouais, très clairement. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du fait justement d'avoir peut-être plus d'exigences réclamées quand tu viens d'un circuit qui n'est pas tout ce qui est high school, enfin du circuit traditionnel américain, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu as aussi eu la sensation durant ces interviews d'être perçu peut-être différemment de par justement ce parcours plus ou moins atypique? Ouais, ben c'est toujours un choc pour les équipes NFL, en fait, juste en tant que tel, les Américains, de savoir que j'ai pas commencé à parler anglais jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à vraiment mettre beaucoup plus d'emphase sur essayer de comprendre comment faire une conversation fluide en anglais, et puis de comprendre les conversations, de comprendre beaucoup de mots plus complexes, parce qu'avant ça, je parlais seulement français avec mes parents. Je suis allé à l'école en français toute ma vie, et tout ça. Donc, pour eux, c'est quelque chose de super exotique ou de différent ou de oh, wow, je savais même pas que tu avais commencé à parler justement à 17 ans. Donc, j'ai un parcours vraiment unique parce qu'ils ont jamais vu ça. La plupart d'entre eux ne savent même pas Montréal, c'est où, ou ne savent pas que les gens parlent français là-bas, pas français à Montréal ou au Québec en général. Donc, sont épatés, comme on peut dire. Alors que c'est pas ce qu'il y a de plus lointain non plus en l'occurrence. C'est vrai C'est que au nord, là. voilà, c'est ça. On s'étonne, voilà, des fois la vision de l'Europe, mais ouais, même au Canada, c'est même la vision du Canada vue des États-Unis, ça reste encore un peu particulier. Ouais, ouais, Euh, ouais. tu nous parlais du coaching staff justement des Dolphins qui t'a entouré durant cette semaine du Senior Bowl. Le fait d'avoir été coaché justement par cet encadrement en NFL, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'il y a des conseils qui t'ont marqué tout particulièrement pour bien appréhender ton arrivée future dans la Grande Ligue? Ouais, ben, et tu dois être un joueur responsable, tu dois être un joueur qui a son affaire, tu dois être un joueur qui ils n'ont pas besoin de, comme on dit en anglais, babysit, puis de prendre par la main et tout ça. Donc, prendre plusieurs notes dans les rencontres, dans les meetings, pour être sûr que tu fais les bonnes choses en pratique et puis tu ne fais pas comment on pourrait dire ça, t'as pas d'erreur que dans le fond qu'est-ce qu'ils veulent en tant que joueur en tant que pour nous c'est durant la semaine c'est que tout ce qu'ils disent dans la rencontre ils veulent que tu prennes des notes sur tout comme ça quand on arrive en pratique il n'y a pas d'erreur qui arrive parce que c'est la NFL c'est un business donc tu dois produire il n'y a pas d'erreur puis si Que tu sois une vraie éponge, quoi, que tu arrives à intégrer rapidement ce qu'ils sont ouais, capables de te retiens distiller. toute l'information et sois capable de l'appliquer en pratique et puis dans les matchs parce que si on doit te répéter 2 ou 3 fois de faire quelque chose correctement parce que tu as fait une erreur 2 ou 3 fois, donc ils vont passer au prochain puis ils vont amener un autre joueur. Donc, dans le fond, tu dois être responsable, tu dois être à ton affaire et tout ça. Puis, c'est un business, surtout avec les Dolphins, puisqu'ils ont un super bon demi-défensif, Xavier Howard, qui a eu, je pense, 10 interceptions la saison passée. Et ils sont dans comme on dit, ils sont dans une business de production.
Donc, des passes rabattues ou des plaqués, c'est la base, c'est normal. Eux, ils veulent aller chercher des interceptions. Donc, la technique qu'on jouait pendant la semaine, c'est que dès que la balle est lancée du carrière, tourne ta tête et essaie de localiser la balle pour aller chercher une interception parce qu'ils veulent avoir des interceptions. C'est comme ça qu'ils vont gagner leur match. Donc, ouais, c'est ça que j'ai appris des Dolphins. D'accord. Et dans la même logique, si on revient d'un point de vue processus draft, est-ce que tu as eu des anciens coéquipiers, voire pourquoi pas des compatriotes aujourd'hui en NFL qui t'ont donné quelques conseils justement pour optimiser, on dira, ta gestion du processus draft? J'ai parlé avec justement Antoine Winfield plusieurs fois sur ça a commencé, je lui demandais quelle compagnie d'entraînement il a choisi les Exos ou House of Athletes ou les places où ils font l'entraînement pour le combine. Je lui demandais c'était quoi son avis sur ces places-là, puis où il est allé, puis pourquoi il a décidé de choisir cette place-là pour s'entraîner. Puis là, je lui demandais aussi justement de comment être le plus professionnel possible pour montrer justement aux équipes que je suis un joueur qui a son affaire, qui est responsable, qui est capable d'apporter beaucoup plus qui est capable d'apporter du positif à l'équipe et tout ça. Donc, comment être un leader, tout ça. Puis, je lui demandais aussi juste des questions comme comment son année rookie s'est passée, comment il a aimé ça, c'est quoi la différence entre le niveau collégial et puis le niveau professionnel. Donc, c'est vraiment un avantage d'avoir des coéquipiers qui ont joué justement à Minnesota, à Michigan, qui sont déjà dans la NFL. Comme ça, je peux leur demander des petites questions comme ça pour savoir, pour être préparé dans le fond. Donc, quand je vais faire des entrevues avec des équipes NFL, je vais savoir quoi dire, puis je vais pouvoir bien me présenter. Donc, ils vont voir que j'ai fait mes devoirs et j'ai demandé de l'information à mes anciens coéquipiers. Oui, c'est ça. Tu n'arrives pas à peurer en NFL sans rien connaître de l'animal, si je peux parler ainsi. Ouais. Exactement. Tu parlais des centres d'entraînement. Je crois que tu t'entraînes assez majoritairement en Californie, c'est ça pour l'instant, durant ta préparation? Ouais, je m'entraîne. C'est dans le fond, en fait, c'est là où mon agence a comme une collaboration avec la salle d'entraînement Mamba Sports Academy, qui est le facility de Kobe Bryant. Dans le fond, on s'entraîne là. Tous les joueurs qu'ils ont signés avec Priority Sports, qui est l'agence de sport Priority Sports, s'entraînent au Mamba Sports Academy à Los Angeles. D'accord. Et ça, c'est donc dans l'optique de ton Pro Day, donc officiel, qui est prévu le 1er avril, donc du côté de Minneapolis, Mhm. du côté de la fac de Minnesota. Alors, je dis officiel parce que je crois savoir que tu t'es déjà mis dans les conditions de l'événement au cas où. Ouais, ouais, ben, en fait, justement, on a eu la chance de faire un Pro Day avec notre agence à Los Angeles il y a 2 semaines, au cas où, parce qu'il y a tellement d'incertitudes D'incertitude. avec le COVID que ça se pouvait que peut-être il y a des chances que le Pro Day, le Combine à Minneapolis le 1er avril n'aurait pas lieu. Donc, on a décidé de faire un Pro Day pratique avec quelques scouts et puis des vidéos et puis des photographes et tout ça. Donc, ça s'est passé il y a 2 semaines à Los Angeles. Mais le vrai officiel Combine, ça va être le 1er avril à Minneapolis. Et alors, du coup, tu es parti a priori pour faire toutes les épreuves lors du Pro Day. Est-ce qu'il y a un atelier que tu appréhendes le plus ou en tout cas où tu te sais le plus attendu? Je dirais à ma position et surtout dans mon cas, ça va être le 40 verges qui va être comme on dit en anglais, un deal breaker. Mhm. Euh, il y a pas trop d'attente. C'est pas comme si je cours, si je cours, disons, un 4,5 au 40 verges ou quelque chose dans les alentours de ça, ça va pas affecter mon draft stock négativement, mais si je suis capable de courir vraiment un très bon temps dans les 4,3 ou 4,4 ou quelque chose comme ça, donc ça pourrait monter mon draft stock. Dans le fond, mon Pro Day peut pas m'affecter négativement et peut seulement m'affecter positivement en ce moment. Parce que justement, il n'y a pas trop d'attente que je sois comme un gars qui court 4,2 ou 4,3. Donc, si je pourrais courir un très bon temps pour ma position, à mon gabarit à 6 pieds 3, 205 livres, si je pourrais courir dans les 4,4, donc ça pourrait vraiment monter mon draft stock dans les top 100, solidifier mon draft stock dans les top 100, donc les deux, trois premières rondes du repêchage.
Ouais, c'est ça. Renforcer ce que tu disais tout à l'heure, c'est avoir, voilà, pas te limiter à une vision du côté physique, mais Ouais. justement être capable d'être assez explosif et fluide dans les déplacements. C'est sûr que ça pourra être que bénéfique en l'occurrence. Ton poste de prédilection, donc on en parlait tout à l'heure, c'est cornerback, donc, mais on t'a vu parfois tester en tant que safety ces derniers mois. Tu as Mhm. d'ailleurs rappelé ton gabarit. Alors, j'ai les chiffres français, hein, 92 pour 91 kilos. Ouais. C'est important de le rappeler parce qu'il paraît que les scouts aiment beaucoup les chiffres. Et safety, est-ce que c'est une position à laquelle tu te verrais bien évoluer en NFL? Ben, j'ai jamais joué safety dans le collégial. J'ai jamais joué safety quand j'ai joué un peu safety quand j'étais au secondaire à Montréal, mais j'ai jamais joué collégial Division 1 safety. Mais je me sentais à l'aise quand je jouais au Senior Bowl, quand quand je jouais safety. J'étais en train de surveiller des tight ends ou des slot receivers. Puis j'étais confortable, je me sentais à l'aise à jouer dans ces positions-là. Donc, je trouve que en sachant comment jouer plusieurs positions, ça monte mon draft stock aussi, donc, parce que ça me met dans la catégorie des joueurs versatiles. Donc, si, disons, il y a beaucoup de demi-défensifs, cornerback à ma position pour n'importe quelle équipe que je suis drafté, puis ils ont une ouverture en tant que safety, donc je peux aller jouer safety. Donc, je suis un joueur versatile, donc je pense que ça va m'aider dans le futur à savoir plusieurs positions et puis connaître plusieurs positions. Surtout qu'on rappelle, hein, avec l'évolution de la NFL, c'est vrai qu'à une époque, autant les DB, surtout les safety, étaient pas mal négligés. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de systèmes un peu nickelback, dime, où on Ouais. utilise vraiment majoritairement les safety et les corners. Et comme tu dis, ouais, le fait d'être polyvalent, ça peut clairement pas jouer contre toi pour éventuellement avoir du temps de jeu et des snaps chez les professionnels. Alors, j'imagine que le fait de jouer en NFL, c'est déjà un rêve en soi, entendons-nous bien. Est-ce qu'il y a quand même une franchise qui te plaît tout particulièrement, que tu suis plus qu'une autre en règle générale? Non, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment les Baltimore Ravens à cause de leur défense avec Ed Reed, et Ray Lewis, Terrell Suggs et tous ces joueurs-là. Mais j'ai commencé à vraiment me focuser sur le niveau collégial, donc j'ai pas vraiment d'équipe favorite en ce moment dans la NFL. La prochaine équipe qui va me repêcher, ça va être mon équipe, mon équipe favorite. Donc, j'ai pas vraiment d'équipe. Euh, que, que je choisis ou que je suis comme ça. Puis, un des astuces, pas vraiment astuces, mais un des secrets que j'ai eu de mes coéquipiers qui sont dans la NFL, c'est que l'équipe qui va me repêcher, c'est l'équipe que je m'attends le moins. Hmm. Donc, ça va être l'équipe qui, peut-être, qui m'ont fait une rencontre à la place des autres équipes qui m'ont rencontré 2, 3 fois sur le Zoom ou qui se sont présentés à mon podé. Ils disent toujours, la plupart d'entre eux m'ont dit, ça va être l'équipe que tu t'attends le moins. Tu vas prendre le téléphone durant la journée, repêchage, tu vas dire, ah, cette équipe-là, on ne s'est même pas rencontré, je connais personne dans cette équipe-là, mais ils m'ont repêché parce que tout le monde essaie de, comment on dit, tout le monde essaie de cacher leurs cartes. Hein. Si quelqu'un dit, si une équipe parle beaucoup, dit, ah, Benjamin, c'est un super bon joueur, on va le drafter, tout ça. Donc là, il y a une autre équipe qui va entendre ça, ils vont dire, oh, on va le Ils vont drafter, essayer de les court-circuiter. on Ouais. va le repêcher avant eux. Donc tout le monde, personne ne dit rien, tout le monde garde Hmm. leurs cartes pour eux, et puis tout le monde ne dit rien des joueurs qui veulent le repêcher. Donc ça va être une surprise durant la journée de repêchage. Alors, du coup, c'est pas pour être contradictoire avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a quand même une équipe que tu as rencontrée assez souvent, malgré tout, durant ces interviews? Je pense que j'ai rencontré les Patriotes deux, trois fois. J'ai rencontré les Saints de la Nouvelle-Orléans deux, trois fois aussi. Quelle autre équipe qui m'a parlé beaucoup? Les Rams de Los Angeles ils m'ont rencontré plusieurs fois. Donc, c'est des constatations, mais j'ai aucune Oui, idée. encore une fois, par rapport à ce que tu disais, c'est pas forcément pour ça. Ça peut très bien être Ouais. une équipe que tu n'auras jamais rencontrée. Donc, ouais, je pense que ces équipes-là m'ont rencontré plusieurs fois, mais à date, depuis le Senior Bowl, je pense que j'ai fait des rencontres avec au moins, je pense, 20 équipes. Donc, j'ai fait beaucoup d'équipes depuis. Très bien. Une question qui ne te concerne pas directement, mais j'aimerais bien avoir ton avis parce qu'on a quand même une classe de receveurs assez massive cette année. Et tu en Mm. as croisé un certain nombre, que ce soit avec Minnesota ou du côté de Mobile. Et quel receveur t'as le plus impressionné ou en tout cas est peut-être le plus sous-coté à tes yeux? Là, m'a plus impressionné, sous-côté. Alors, t'en as croisé un impressionnant du côté de Minnesota, hein, on rappelle, parce qu'il y a Ouais, Rashad Bateman, bien sûr. mais c'est sûr, ouais, Richard, tu sais, on s'est vraiment.
on a eu des bonnes batailles en pratique à chaque jour. C'est un joueur qui est de calibre première ronde, donc vraiment bon receveur, polyvalent. Donc, on s'est développé des deux côtés. Je l'ai développé et puis il m'a aidé à me développer en tant que joueur. Donc, ça, c'est Richard Bateman, ça, c'est sûr. Mais qui d'autre que je te dirais sous-côté, qui est underrated, under radar, c'est Cade Johnson de South Dakota State, qui était au Senior Bowl. Je pense qu'il n'a pas échappé un ballon de toute la semaine en pratique ou en match. Très vite, très agile, bon jeu de pied. Donc, ouais, moi, je dirais Cade Johnson, c'est un des joueurs, très bons joueurs. En plus, j'ai eu la chance de jouer contre lui ma première année en 2019 quand j'étais à Minnesota parce qu'on a commencé la saison, on a joué contre South Dakota State. Puis je me rappelle, il a ramené un botté d'envoi, je pense 105 verges pour un toucher contre nous. Il est super vite, je pense 4-3 dans le 40 verges. D'accord, ouais, donc il est polyvalent, il n'est pas dangereux qu'en attaque. Ouais. D'accord. Alors, je rappelle juste, Benjamin, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tu as un lien déjà avec la France, hein, puisque quand tu étais à Michigan, tu es donc passé par Paris en avril 2018. C'était au sein de l'INSEP lors des camps internationaux qui étaient organisés à l'époque par Coach Charbot. Alors, de mémoire, parce que j'y étais, la météo n'était pas trop au rendez-vous, mais qu'est-ce que tu retiens de ce passage par Paris et par certains grands monuments français? Ben c'était une expérience que j'ai essayé de maximiser l'opportunité. Je connaissais déjà quelques joueurs il y avait beaucoup de joueurs français qui étaient des étudiants en échange avec avec le système Cégep. Donc, je connaissais beaucoup de joueurs qui allaient être présents justement au camp. Donc, on a la chance d'échanger et puis de se revoir, tout ça. Donc, ça, c'était cool de faire ça. Je connaissais aussi que de mon année freshman que j'avais joué à Michigan, Anthony Mangou. Donc, j'ai joué quand lui, il était à Purdue et puis on est resté en contact puis on parle depuis 2017. Donc, c'était vraiment une super expérience. C'était un honneur justement d'être à Paris et puis de faire ce camp-là, puis de parler justement. Eux, ils s'attendaient à parler seulement avec des Américains. Et puis là, ça s'est donné qu'il y avait un seul joueur qui parlait français. Donc, c'était cool de pouvoir échanger avec eux et puis de pouvoir leur expliquer c'était comment mon expérience, c'est comment, et puis Michigan, c'est comment, et puis le NCAA, c'est comment, et puis de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle français aussi, qui a réussi à se rendre dans l'équipe de Michigan. Donc, ça leur donnait un peu plus d'espoir. Et puis, surtout, comme tu disais, tous les monuments, et puis l'horaire chargé qu'on avait de pouvoir visiter, comme le château de Versailles, le musée de Louvre et tout ça, tous des genres de trucs que si ce n'était pas pour l'équipe du Michigan, je pense pas que j'aurais pu avoir la chance de faire ça. Donc, c'est un très, très beau voyage. Puis, ouais, si le COVID peut s'arrêter, peut se contrôler, c'est sûr que je vais essayer de retourner à Paris, en France, pour faire quelque chose, un camp de foot ou juste pour visiter quelques amis. Eh ben, écoute, on t'attend avec grand, grand plaisir. Et puis, comme tu le disais, c'est vrai que c'est bien d'avoir, comme tu le disais, de pouvoir avoir justement ces modèles de joueurs francophones qui ont réussi vraiment à intégrer ce genre de système qui paraît quasiment inaccessible vu d'Europe. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, on voit que ça crée des vocations. Il y a de plus en plus de Français qui réussissent à intégrer le college football. Et voilà, j'imagine que c'est aussi en grande partie avec des modèles comme toi que ça risque de se multiplier en l'occurrence. Merci infiniment, en tout cas, Benjamin, d'avoir accordé du temps pour cette interview. Et on te souhaite le meilleur, en tout cas, pour ce qui vient. Hein, cette draft, en effet, encore une fois, NFL 2021, donc prévue à partir du 29 avril du côté de Cleveland, en espérant que tu seras drafté le plus haut possible. Merci beaucoup pour l'entrevue. Et puis, ouais, on se reparle après le repêchage pour savoir dans quelle équipe je vais être repêché. Hein.